Bien, bonjour à nouveau. Nous allons maintenant passer à quelque chose d'un petit peu abstrait, qui est le théorème de la base complétée. En fait, la seule chose que vous pouvez retenir de ce qui va suivre, c'est une base existe. Voilà. Au revoir. Non, mais enfin, je plaisante, on peut quand même voir un petit peu pourquoi elle existe. Mais si vous ne comprenez pas, ce n'est pas un problème. C'est assez abstrait, ce qui va arriver là à l'instant, mais c'est assez utile. Ce sera utile pour plus tard en algèbre linéaire de façon pour les espaces vectoriels quelconques. Et puis c'est une jolie preuve qui est assez simple à part un détail et qui sera, je veux dire, qui n'est pas nécessaire pour faire des calculs. Si on admet le résultat, tout va bien. Alors, premièrement, on va remarquer la chose suivante. D'abord que si je prends une famille libre et que je lui ôte des vecteurs, ça reste une famille libre. Et puis, par contre, si je prends une famille génératrice et que je lui ajoute des vecteurs, elle reste génératrice. Bon, c'est juste ces deux remarques-là, c'est-à-dire quand on ôte des vecteurs d'une famille libre, ça reste libre, et quand on ajoute des vecteurs à une famille génératrice, ça reste générateur. Le problème que l'on a, en fait, est différent. On aimerait construire une base. Alors, par exemple, on pourrait partir d'une famille libre et puis ajouter des vecteurs, tant qu'on peut, jusqu'à ce que ça cesse d'être une base. À ce moment-là, on peut se dire, on a peut-être tout engendré. Ou d'un autre côté, on peut partir d'une famille génératrice et lui ôter des vecteurs jusqu'à ce que ça cesse d'être générateur, et à ce moment-là, on se dit, oups, on a trop ôté, juste avant, c'était peut-être déjà libre. Donc peut-être une base. Et le but, en fait, de cette idée, c'est de le faire. Le théorème de la base complétée, c'est ça. C'est l'idée qui est là derrière. Alors, d'abord, un petit lemme. Le lemme, c'est le suivant. Alors, on aura besoin de ce lemme pour démontrer le théorème de la base complétée. Vous allez voir, il est assez facile. Je prends une famille croissante de familles libres, c'est-à-dire, par exemple, si vous imaginez qu'on a L1, L2, L3, alors L1 est contenu dans L2, L2 est contenu dans L3. C'est ça que j'entends par famille croissante. Donc c'est la propriété que si I est plus petit ou égal à J, alors Li est un sous-ensemble de Lj. Et tout ça, c'est des familles libres. À présent, on va prendre la réunion de toutes ces familles. On va les mettre toutes ensemble, former l'ensemble qui contient tous les éléments de ces familles. Donc si on prend la réunion de toutes ces familles libres, ce que prétend ce lemme 1, c'est que la réunion est une famille libre. Alors la preuve est en fait plus simple que l'énoncé. On prend une combinaison linéaire de la réunion. Alors cette combinaison linéaire, elle a presque tous ses coefficients qui sont nuls, c'est-à-dire sauf un nombre fini. Puisqu'ils sont tous nuls sauf un nombre fini, quelque part dans cette famille croissante de familles libres, il y a une famille qui contient tous les vecteurs pour lesquels le coefficient est non nul. Donc on peut écrire quelque part, donc notre combinaison linéaire peut être vue comme une combinaison linéaire d'une de ces familles croissantes. Donc si c'est une combinaison linéaire nulle, donc c'est aussi une combinaison linéaire nulle du Li, de cet élément de la famille croissante. Mais on sait que comme Li est libre, cette combinaison linéaire nulle doit être triviale. Si elle est triviale, elle est triviale tout court, pour elle, donc on a obtenu que toute combinaison linéaire nulle de L est une combinaison linéaire triviale. Voilà, ça démontre le lemme. Et si vous ne comprenez pas, je vous dis, c'est pas très grave, vous pourrez admettre le résultat. Alors, un résultat que l'on va admettre, c'est ce qu'on appelle le lemme de Zorn. Énorme théorème des mathématiques, c'est un des plus importants qui existent. Il est équivalent à l'axiome du choix, c'est un très 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 gros morceau, donc on va pas le démontrer là, mais il est tout en bas des mathématiques, tout proche des axiomes de la théorie des ensembles, et c'est la chose suivante. Vous prenez un ensemble qui a un ordre. Je donne pas. Comprenez intuitivement ce que ça veut dire ordre. C'est les ordres usuels. Enfin, on se prend un ensemble qui a un ordre. Si je prends une suite croissante, alors si toute suite croissante de cet ensemble admet un plus grand élément,
c'est-à-dire toute suite croissante est plus petite qu'un élément, en fait tous les éléments sont plus petits qu'un élément de E, si ça marche pour toute suite croissante, alors il y a un élément qui est maximal pour tout E, c'est-à-dire c'est un des plus grands. D'ailleurs, je ne peux pas trouver plus grand que lui. C'est ça que ça veut dire maximum. Il n'y a pas plus grand dans E que lui. Il y en a peut-être d'autres qui sont grands, qui sont les plus grands, mais on ne dit pas que c'est unique, mais il y en a un qu'on ne peut pas dépasser. Un maximum. Donc ça va, c'est encore assez intuitif si on prend des ordres simples. Pour des ordres plus durs, c'est autre chose, c'est une autre paire de manches. Alors on va nous dire, mais il n'y a pas de maximum dans R. Oui, mais R ne satisfait pas cette propriété. Si vous prenez une suite croissante de R, il y a des suites croissantes qui n'admettent pas de plus grand élément. Prenez les entiers dans les réels, ils n'ont pas de plus grand élément. Donc on ne peut pas appliquer le lemme de Zorn au réel. Par contre, on peut appliquer le lemme de Zorn, je sais pas, à l'intervalle 0,1. Voilà, si vous prenez une suite croissante de réel entre 0 et 1, elle a toujours un plus grand élément dans 0,1. Donc 0,1 a un maximum, qui se trouve être 1 d'ailleurs. Alors, grâce à ces deux lemmes, le lemme 1 et le lemme de Zorn, qui mériteraient le nom de théorème absolument indispensable partout, le plus grand théorème de l'histoire de l'humanité, c'est presque son statut, tellement il est utile partout, on peut démontrer le théorème de la base complétée. Alors, le théorème de la base complétée, c'est la chose suivante. Vous prenez une famille libre et une famille génératrice, avec la famille libre contenue dans la famille génératrice. Et entre ces deux extrêmes, il existe une base. Voilà ce que dit le théorème de la base complétée. En gros, on peut compléter la famille libre par des éléments de la famille génératrice pour obtenir une base. On peut le voir aussi dans l'autre sens, on peut supprimer des vecteurs de la famille génératrice pour obtenir une base. Alors un corollaire de ça, voyons le corollaire pour tout premier, c'est que tout espace vectoriel admet une base. Il y a une base pour tout espace vectoriel. Alors pourquoi ça? Simplement il y a une famille libre stupide qui est l'ensemble vide. L'ensemble vide est une famille libre, donc oui, une combinaison linéaire d'éléments de l'ensemble vide, c'est une combinaison linéaire triviale, il n'y a rien, elle est libre. L'ensemble vide est une famille libre. Donc il y a toujours une famille libre. Et d'un autre côté, si vous prenez l'espace vectoriel tout entier, tous les vecteurs, c'est une famille génératrice. Il y a tout dedans. Donc oui, c'est générateur. Et on peut appliquer le théorème de la base complétée, on en conclut, il existe toujours une base. Bon, alors voyons le théorème de la base complétée, il est même plus simple que le lemme. Je vais prendre l'ensemble de toutes les familles libres qui contiennent L et qui sont contenues dans G. Donc je prends tout ce qui est intermédiaire entre L et G et qui est encore libre. Il y a quelque chose dedans, il y a déjà L elle-même, la famille L la famille L droit est dans la famille L script. Donc L script est non vide. Et on applique le lemme 1. Par le lemme 1, toute suite croissante de L script admet un majorant. Mais si maintenant on applique le lemme de Zorn, ça veut dire qu'il y a un plus grand élément, un maximum. Je vais l'appeler B, ce maximum. Comme c'est un maximum, donc c'est un élément de L-script, c'est une famille libre. Et comme c'est un maximum, si je lui ajoute quoi que ce soit, ça cesse d'être libre, c'est une famille liée. Donc si j'ajoute un élément de G, c'est une famille liée, mais avant B était libre. Donc le fait d'ajouter cet élément de G, ça veut dire que cet élément de G s'écrit comme combinaison linéaire de B. Donc G est engendré, tout vecteur de G est engendré par B. Mais comme G engendre tout, B engendre tout. B est générateur. Donc on a trouvé B, le maximum, qui est à la fois une famille libre et une famille génératrice. Bravo d'avoir réussi à suivre jusqu'ici, parce que c'est vraiment, c'est extrêmement abstrait, mais c'est extrêmement pratique, ce genre de choses. Et on pourrait se demander, en fait, vous voyez, pour ceux qui ont compris, on pourrait se dire, c'est extrêmement simple, en fait.
c'est abstrait mais extrêmement simple, élémentaire, je devrais dire. Élémentaire, c'est quelque chose qui ne réclame pas grand-chose à part une intelligence infinie. Ici, il faut à peu près une intelligence infinie pour comprendre ça, mais je veux dire, il n'y a rien qui est demandé. Il n'y a pas grand-chose. C'est pas de moi, hein, c'est de Feynman. Hein. Élémentaire, c'est quelque chose qui demande rien à part une intelligence infinie. Donc, il n'y a rien qui est demandé, mais pourquoi est-ce que cette chose-là ne serait pas tout le temps valable, hein? Souvenons-nous, on parlait des réels, et je disais il est extrêmement important que les réels soient un corps. Est-ce qu'on l'utilise quelque part, que les réels sont un corps, ici? Oui, on l'utilise en fait ici, juste à la fin du théorème. L'ajout d'un élément de G en fait une famille liée, ça c'est bon. Ainsi, tout élément de G est engendré par B. Alors c'est là qu'on utilise que les réels sont un corps, parce qu'on est en train de diviser, hein, le fait que G soit que, en ajoutant un élément à B, ça devient une famille liée, ben, ça veut dire qu'il y a une combinaison linéaire nulle non triviale, donc avec cet élément ajouté, et maintenant je peux essayer d'exprimer l'élément de G que j'ai ajouté comme combinaison linéaire de B. Mais pour ça, il faut diviser. Il faut diviser par le scalaire qui multiplie l'élément que j'ai ajouté. Et puis pour diviser, il faut que ce soit un corps. Voilà pourquoi, en fait, on a vraiment besoin que les réels soient un corps pour avoir ce théorème et pour qu'une base existe. En fait, on peut montrer, il y a des exemples d'objets qui ont toutes les propriétés d'espace vectoriel, sauf que ce n'est pas sur un corps, mais sur un anneau, donc un endroit où on ne peut pas nécessairement diviser. Et si c'est le cas, eh ben, on n'a pas nécessairement l'existence d'une base. Donc soyons heureux, nous travaillons avec les réels, donc on n'aura pas besoin de s'inquiéter de ça. Une base existe, c'est tout ce qu'il faut retenir. Merci.